On va démarrer. On va partir de ma droite vers la gauche. Comme ça, est-ce que vous voulez qu'on fasse du volontariat, ceux qui ont quelque chose à dire, ou on prend tout le monde systématiquement si on a le temps? Je vous pose la question. Le volontariat. Parce que certains depuis hier, certains n'ont pas pris la parole. Ils ont peur qu'on les oblige à parler. D'accord, ok. Donc on va aller sur la base du volontariat. On est d'accord que ça sera sur la base du volontariat, mais on dit que chez nous, mieux vaut ne pas quitter la scène où on bat le tam-tam et aller battre son ventre à la maison. Donc il ne faut pas se priver de paroles ici et aller dire après que si j'avais su, j'allais dire ça. Donc, qui veut... Quelqu'un peut nous aider pour le micro, la circulation du micro, la distribution. Oui, Rama, s'il te plaît. Oui, M. Lama. Oui, M. Lama, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marcelin Lama. Je suis au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, précisément à la Direction nationale de la production animale, de l'alimentation animale et des productions animales. Bon, moi, comme vient de dire notre présentateur, depuis que nous avons commencé, je n'ai pas pris la parole. Ce n'est pas du fait que je n'ai rien à dire, c'est du fait que au moment où le message de l'élaboration des projets était venu, selon mon calendrier de travail, j'étais à un séminaire à Kindia depuis une semaine. Maintenant, arrivé là, j'ai trouvé que le temps était très réduit, donc surtout qu'il n'y avait pas une ressource pour se consacrer à cette élaboration. Bon, néanmoins, j'ai pu mettre sur la page de, je crois, M. Terry ce matin, la part de l'élevage. Et avant d'avancer, je voudrais rappeler tous les participants. La Guinée est un pays à vocation à forte tradition pastorale. De cette manière, lorsque nous avons à prendre en compte les projets, il est meilleur de compter beaucoup sur les ressources existantes et avoir l'option sur ce qui peut être fait. Parce que hier, j'ai entendu aussi avec beaucoup d'intérêt certaines annonces que lorsqu'on vérifie un peu minutieusement, on voit que des fois, il y a des passages intenables qu'on ne peut pas tenir en matière de projet. Donc, moi j'ai présenté que l'élevage a une grande participation en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a les recherches qui ont stipulé au moins une quantité de 14,5% que l'élevage émet comme quantité comme gaz à effet de serre dans le monde. Donc, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous sommes en train
de transiter vers le petit élevage qui est un élevage émergent et très respectueux de l'environnement. Nous avons compris que, par exemple, ceux qui connaissent un peu le pays, quand vous partez en Haute-Guinée pendant la saison sèche, vous trouverez les feux de brousse, dont l'origine n'est que les chasses à feu, rien que pour chercher les agoutis. Et nous connaissons quel est l'impact des feux de brousse en Guinée ici, pendant la saison sèche. Donc, nous avons opté développer le petit élevage. Parce que cette année, pendant les 2 ans, quand on a mis en place certains projets de financement comme le FODA, qui est le Fonds de développement agricole, à travers notre direction, nous avons vu beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux petits élevages. Je veux parler de la quiniculture, je veux parler de l'holacodiculture, je veux parler de l'hélicoculture, qui offrent des viandes de qualité spécifiques à la population et des revenus à courte durée de production. Nous avons remarqué aussi que l'élevage du gros bétail a une grande influence sur l'environnement, le matériel végétal. Pour cela, il y a une certaine activité de l'élevage qui avance l'élevage dans les autres pays, mais qui n'existe pas encore en République de Guinée. Les éleveurs guinéens ne connaissent ni la conservation du fourrage, ni la transformation, ni la production. Peut-être du fait de l'abondance de notre couvert végétal, à travers la diversité des conditions agroécologiques favorables, l'éleveur guinéen ne se contente qu'à la nature. Ainsi, dans plusieurs cas, dans plusieurs zones où l'élevage est beaucoup développé, nous avons ce conflit qui se crée via les sociétés minières qui délocalisent complètement les espaces pastoraux, mais sans aucune réponse. Et le bétail à la recherche de son alimentation crée un conflit permanent avec l'agriculteur. Et quelquefois, il y a des morts d'hommes qui interviennent. Donc nous avons pour cela cherché les voies et moyens à intensifier l'élevage de gros bétail par l'introduction des races exotiques que l'on peut nourrir à l'étable par la production, la conservation, la transformation du fourrage vert. J'ai émis cette idée parce que tout le monde le sait bien que ce que nous appelons facteurs de réchauffement climatique, tels que le secteur de l'énergie, le secteur du transport, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, sont effectivement les principaux facteurs de changement climatique. Mais aussi, ce sont des canaux pourvoyeurs d'emplois. Donc nous sommes entre le marteau et l'enclume. Quelle démarche pouvons-nous adopter? C'est sûrement soutenir, favoriser et vulgariser les pratiques rationnelles
d'utilisation de ces ressources naturelles. Comme l'exemple brésilien le dit, il faut changer le négatif par le positif. Ça, ce sont les axes du développement durable. Lorsque l'on détruit, ça c'est la négation, il faut chercher à construire. Le cas des impacts des sociétés minières est très notoire sur la vie de l'élevage en Guinée. J'entendais parler hier Madame Bangoura qui parlait de l'ANAFIC, qui parlait de certaines réponses aux problèmes environnementaux. Je m'étais saisi pour dire qu'il y a tout un grand hommage effectivement que les mines créent au niveau de l'élevage, sans réponse. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous ai tenu ce langage pour vous dire quelle est la participation de l'élevage dans l'émission de gaz à effet et quelle est sa capacité d'absorber beaucoup d'emplois jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lama. Je rappelle que M. Lama était avec nous lors de l'atelier préparatoire de cette conférence et il s'était proposé à faire une communication à la conférence, mais malheureusement, comme il vient de le dire, pour des contraintes d'agenda, il n'a pas eu le temps de finaliser sa communication, mais ce qu'il a fait, il a versé ça dans les acquis de la conférence. On vous remercie, M. Lama, pour votre disponibilité. Et pour résumer, M. Lama dit que le secteur agricole, le secteur de l'agriculture en général, et surtout le sous-secteur de l'élevage, constitue une niche d'emploi. Mais au lieu de l'élevage intensif, l'élevage avec des milliers de têtes, lui, il pense plutôt qu'un élevage de petite taille, regroupant quelques têtes, et surtout l'élevage des petits ruminants, est non seulement écologique, parce que maîtrisable, protecteur, respectueux de l'environnement et économiquement porteur. Je pense qu'en résumé, et puisque les feux de brousse, parce qu'il dit que les feux de brousse, certains feux de brousse ont pour origine ici simplement d'aller à la chasse des agoutis. Donc si le petit ruminant est disponible sur le marché, ça peut nous aider d'une manière à lutter contre ces feux de brousse dus à la chasse animale. Donc merci beaucoup. Il nous invite également à soutenir, à favoriser, à accompagner, à vulgariser les pratiques qui protègent les ressources naturelles. Merci beaucoup, M. Lama. Et qui d'autre veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Oui, M. Laguerre. M. Laguerre, devant. Voilà. C'est bon? C'est ouvert? Ça va, c'est bon. Voilà. Alors pour ma part, en venant ici à cette conférence, j'ai découvert plus que clairement ce qu'on appelle les emplois verts. À l'ACFPE, en RCA, Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, on pratiquait certaines activités sans savoir que c'était un emploi vert. Donc hier, il y a eu des soupçons d'apport dans certains services, c'est-à-dire intégrer la promotion des emplois verts dans les espaces entreprises ou dans les services d'auto-emploi, pour que désormais soit mis en application tout ce qui touche le développement des compétences ou l'intégration en termes d'emploi des jeunes gens déscolarisés, ceux qui ont des projets dans les emplois verts.
Ça peut être intégré comme une forme de recommandation. Merci beaucoup, M. Lagarde. Je crois que le secrétariat a bien compris et pris en compte votre proposition. Et je signale à votre attention que depuis ce matin, le directeur général du budget de la Guinée nous honore à travers son représentant, M. Fofana Fodekari. M. Fofana, vous pouvez vous présenter pour qu'on vous... Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nos salutations à M. le directeur général. Sambala avait demandé la parole. Sambala, d'abord. Oui, Sambala avait demandé la parole. Voilà. Oui. Bon, ok. Donc, bonjour tout le monde. En fait, moi, Sambala Sidibé, l'ANPE du Mali. Je voulais contribuer un peu à l'actualisation des recommandations de N'Djamena. Moi, je vais proposer, en tout cas selon les notes que j'ai eu à prendre, proposer qu'on puisse, parmi les recommandations, qu'on puisse formuler une recommandation relative à la formation des SPE dans l'emploi vert. Parce qu'à ce niveau, j'estime que c'est extrêmement important que le personnel des SPE soit outillé pour que tout ce que nous voulons faire dans le domaine de l'emploi vert soit pris en compte. Et pour cela, je ne sais pas, il faut aller à l'élaboration de modules adaptés en lien avec l'emploi vert. Deuxième proposition de recommandation, c'est de renforcer la collaboration entre les SPE et les structures de l'État. Les structures de l'État, d'une part, et les collectivités décentralisées, d'autre part, en vue de prendre en compte les questions d'emploi vert. Troisième proposition, c'est de promouvoir l'auto-emploi dans la promotion de l'économie verte, en vue de la création des emplois verts. Et enfin, je voulais aussi, quatrième proposition, c'est de favoriser une synergie d'action entre les SPE et les autres structures impliquées dans la réalisation de la Grande Muraille Verte. Voilà, ça c'est un peu les propositions que je voulais apporter pour actualiser les recommandations de N'Djamena. Merci. Koussamala, il y a M. Thierry Bichalo. D'accord. Bon. Comme lui, il est à côté, la proximité joue souvent. C'est comment? Voilà, à M. Thierry Bichalo. Voilà. Et si vous permettez, moi j'aurais souhaité vous faire une proposition. Comme je l'ai dit, depuis qu'on est là, certaines personnes n'ont pas parlé, notamment ceux qui n'ont pas eu à communiquer. Parce que ceux qui ont communiqué ont fait des observations, ont fait des états des lieux et les communications ont été assorties de recommandations. Donc, si on peut accorder la priorité à ceux qui ont écouté, qui ont pris des notes, pendant que les autres présentaient leur communication, ça peut nous aider à aller vite, si cela vous agrée. Donc, monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je voulais tout juste compléter ce que mon collaborateur Laguerre venait de dire. C'est au vu de cet atelier que nous avons vu très clairement ce que c'est que les emplois verts. Au vu de tout ce que les gens ont exposé hier ici, ça fait partie de toutes les activités chez nous que les gens exercent. Le problème de compostage, le problème de la transformation, même le problème de TIMO, que vous avez appelé IMO là. Mais pour ma part, en ce qui nous concerne là-bas, dans notre SPE, c'est de pouvoir maintenant, à sortir de cet atelier-là, c'est de chercher à les catégoriser, à les hiérarchiser, à pouvoir aussi les insérer dans certains référentiels de métier. Et aussi à pouvoir les valoriser. Et je crois que je saisis aussi cette opportunité de pouvoir dire à l'endroit de l'atelier, puisque tout le monde ici, dans le service public de l'emploi, connaissent ce qu'on appelle le ROM, le répertoire d'observation des métiers.
J'aurais souhaité qu'on puisse aussi mettre beaucoup plus l'accent sur les emplois verts, en les intégrant aussi dans le ROM. Et donc, c'est ce que je voulais seulement dire. Et aussi à les uniformiser. Quels sont ces types d'activités, des métiers qui sont verdisants, et puis les catégoriser aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a M. Camara. Voilà. Raman nous a abandonnés ou quoi? Merci, enfin. Merci. Hier, j'ai eu à intervenir, mais c'était très sur la. Vraiment, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais. Si vous me permettez, je vais vous lire quelques réflexions que j'ai faites par rapport au sujet. Comme je le dis tantôt, de nos jours, en ce temps de transition écologique, il est difficile de parler d'économie verte, d'emploi vert en minimisant nos actions sur les écosystèmes forestiers. On ne peut dire que tout emploi vert est forestier. Tout emploi forestier, mais on peut dire que tout emploi forestier est un emploi vert. Le domaine forestier est un cadre idéal pour la promotion de l'emploi vert. Pour la sauvegarde des écosystèmes forestiers, il est important d'accorder un poids important aux actions phares qui peuvent faire la promotion de l'emploi vert. Il s'agit, entre autres, dans un premier temps, sur le plan institutionnel, la collaboration intéressante entre les différents départements ministériels, certaines structures qui sont impliquées dans dans le domaine de l'emploi vert. Partager les idées, les expériences sur la promotion de l'emploi vert à travers des projets partagés. Le reboisement, restauration du couvert végétal pour compenser les fortes pressions qui sont exercées à travers l'exploitation des produits forestiers, tant ligneux et non ligneux. L'activité minière qui de nos jours dévore de grandes superficies forestières dans nos pays miniers. Donc il faut imposer... Monsieur Camara, oui. Je pense que vous avez dit ça hier dans votre communication. Bon. Si vous pouvez aller directement à la formulation de vos recommandations. Les recommandations, c'est d'accorder des actions fortes à certaines actions, parmi lesquelles nous avons le reboisement, la restauration du couvert végétal, qui aujourd'hui est beaucoup entamé. Nous avons la création d'emplois des jeunes à travers la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Les produits, les fruits, les médicaments, les produits pharmaceutiques, forestiers. Nous avons la lutte, l'organisation d'une lutte atroce contre les feux de brousse, par la constitution des jeunes qui peuvent être utilisés de façon saisonnière. Donc c'est entre autres certaines réflexions que j'avais à fournir parce que je n'ai pas eu le temps hier d'en parler. Merci beaucoup, M. Camara. Et Madame Maria d'avant. Merci de me donner la parole. Donc, je voudrais juste faire deux recommandations. Donc, la première, que dans l'emploi vert, il y a assez de filières. Donc, pour les SPE, c'est vraiment difficile de tout prendre à la fois et le faire. Et il y a aussi certains, c'est vrai qu'on est en Afrique, il y a beaucoup d'emplois qui sont un peu communs à tout SPE. Est-ce qu'il n'est pas possible de catégoriser les emplois pour nous permettre d'avancer à la fois? Je prends l'exemple de l'agriculture. L'agriculture, à l'ONAPE, on a aussi un programme qu'on a dénommé Crédit agricole. Et ce crédit agricole, c'est vraiment des petits crédits qu'on donne aux villageois pour cultiver. Mais il n'y a pas assez de rendement. Est-ce qu'on ne peut pas catégoriser ces filières pour vraiment donner une bonne vision à tout ce qu'on est en train de faire en tant que SPE? Merci beaucoup, Madame Maria. Oui, Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le coordonnateur. Bonjour à toutes et à tous. Et moi, c'est Traoré Loé Adama. Et je suis le secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Et ce ministère aussi s'occupe des questions de formation professionnelle au Burkina Faso.
Donc, depuis le début, je n'ai pas pris la parole. C'est ma première fois de prendre la parole. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de féliciter déjà l'équipe d'organisation pour la réussite. Parce qu'on est à quelques heures donc, de la clôture et on peut le dire sans risque de se tromper que nous sommes en passe de faire un coup de maître en ce qui concerne donc l'organisation donc de cette activité. Et il faut dire, comme quelqu'un l'a dit hier, nos pays donc au sud du Sahara, de façon générale, font face aux mêmes défis. Aux mêmes défis en matière donc de développement et particulièrement en matière donc de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Sauf que sur la prise en charge donc, de certaines thématiques, il y a certains pays qui sont à une longueur d'onde par rapport à d'autres. Et les travaux nous permettent de savoir effectivement qu'il y a des pays, en termes d'initiatives pour la promotion donc, des emplois verts, sont certainement en avance sur d'autres. Et c'est pourquoi nous saluons en tout cas la tenue de ces cadres qu'on peut qualifier donc de rendez-vous de donner et de recevoir. Pour ce qui nous concerne, donc l'équipe de Burkina Faso, vous l'avez remarqué dès le début, nous avons beaucoup noté parce que c'est un secret de polichinelle. Notre pays actuellement traverse un des moments les plus difficiles de son histoire. Nous faisons face donc à une situation sécuritaire sans précédent. Et dans ce contexte, non seulement il y a des actions militaires qui sont engagées pour stabiliser et pacifier le pays, mais il appartient aussi au gouvernement, à travers donc le ministère en charge de l'emploi, d'engager des actions fortes en matière de création d'emplois pour les jeunes. Parce que les jeunes qui sont engagés dans les groupes armés terroristes sont des Burkinabés en général. Et pour les combattre, il faut engager des jeunes. Nous avons actuellement plus de 90 000 jeunes qui sont engagés aux côtés de l'armée que nous appelons des VDP pour pacifier le pays. Et il faut déjà anticiper sur des mesures pour pouvoir donc les reconvertir, parce qu'il faudra donc la démobilisation donc de ces jeunes. Et nous sommes actuellement en train de rechercher des expériences pour pouvoir mettre en place donc ces programmes-là. C'est pourquoi nous sommes venus avec donc, le président du conseil d'administration de l'ANPE du Burkina et moi-même en tant que SG pour avoir donc des idées pour pouvoir créer des programmes d'emploi. Et il faut dire que nous n'avons pas baissé les bras parce que les services publics d'emploi de façon générale ont des difficultés de mobilisation des ressources, ce qui limite aussi le déploiement donc, des services sur l'ensemble donc, du territoire national. Ça, c'est une réalité. Donc, au Burkina, nous avons déjà pensé à un dispositif qui permet de rapprocher donc, nos services aux jeunes vivant en milieu rural. Et nous sommes en train d'élaborer un programme d'orientation et d'insertion des jeunes avec deux composantes. Une composante pour les jeunes et les jeunes étudiants, donc ceux qui sont vraiment qualifiés, et une composante pour les jeunes vivant en milieu rural. Et je voudrais donc m'attarder un peu plus pour la composante pour les jeunes vivant en milieu rural qu'on appelle le référent opportunité insertion, où nous sommes en train de mettre en place donc des bureaux ou bien des services d'emploi des jeunes dans les 302 communes rurales du Burkina Faso. Parce que les services publics d'emploi sont limités dans les grandes villes ou les villes secondaires, alors que la majorité des jeunes sont en milieu rural. Donc nous avons imaginé ce dispositif qui va recevoir les jeunes, les écouter et faire remonter leurs besoins donc, au niveau donc, central pour qu'on puisse ajuster nos programmes en faveur des jeunes. Et en même temps, nous allons outiller donc, ces référents sur différentes thématiques pour qu'ils puissent renforcer les capacités des jeunes. C'est là que donc, les métiers dans l'économie verte sont assez intéressants pour nous parce que hier, vous avez constaté que la majeure partie des métiers sont adaptés donc, au milieu rural. Lorsqu'on regarde la technologie biodigesteur, lorsqu'on regarde un peu le développement donc, des métiers en matière de transformation des produits forestiers non lignés et lignés, ce sont des métiers qui sont adaptés donc, au milieu rural. Nous allons essayer donc d'outiller nos référents pour qu'ils puissent développer ces métiers au sein donc, de la jeunesse.
Référant donc aux idées fortes qui ont été rappelées ce matin par le coordonnateur, je pense qu'on a parlé de la création de centres de formation et d'études sur les métiers verts, sur les emplois verts. Moi, j'allais effectivement appuyer là-dessus, mais pour les pays qui ne seront pas à mesure de créer des centres, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement étendre les filières dans les centres déjà existants? On sait que dans nos pays, il y a des centres de formation professionnelle qui existent, que ce soit donc au niveau donc du ministère de l'Environnement ou au niveau donc du ministère de l'Agriculture. Je pense qu'il y a des centres qui existent. On pourrait voir s'il ne faudrait pas étendre donc les filières sur les métiers verts. Je voudrais appuyer réellement la recommandation relative donc à la mise en place du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la protection sociale. Je ne sais pas si c'est pareil un peu partout, mais au Burkina Faso, notre SPE est rattaché au ministère en charge de l'emploi et il existe un ministère en charge du travail et de la protection sociale où nous avons la caisse de prévoyance sociale qui brasse suffisamment de ressources. Et je sais que dans certains pays, ce sont ces ressources qui sont utilisées pour effectivement financer le fonctionnement des SPE. Et s'il n'y a pas une synergie d'action entre le ministère en charge de l'emploi, qui abrite le service public d'emploi, et le ministère en charge de la prévoyance sociale, il y a une difficulté de mobilisation des ressources au profit donc du SPE. Je pense que c'est très important, ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment en matière de mobilisation des ressources. Et comme suggestion en venant, je me suis inspiré un peu de l'expérience du cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi de l'espace UEMOA, où ils ont pu mettre en place non seulement un secrétariat permanent, mais aussi ils ont un programme commun en matière de formation professionnelle qu'ils appellent PROFOR. Est-ce qu'au niveau de l'ACEP, il existe un tel programme commun? Sinon, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, parce que je sais que vous êtes en train de parler donc de l'élaboration d'un plan stratégique de développement des métiers verts. Si ce plan est élaboré, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place un programme commun où, en tout cas, l'ACEP pourrait mobiliser des ressources, comme quelqu'un l'a dit, auprès donc des partenaires pour aider les différentes parties donc prenantes de l'ACEP à mettre en place ce programme. Et je voudrais savoir quelle est réellement la collaboration ou l'arrêt entre l'ACEP et les organismes régionaux et sous-régionaux en Afrique, notamment l'UA. Est-ce que s'il n'y a pas d'arrimage, s'il n'y a pas vraiment de lien, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler à établir ce lien pour que l'ACEP soit un bras technique de l'Union africaine ou d'autres organismes sous-régionaux en matière d'emploi et d'intermédiation? Donc c'est comme l'AMCEP est en train de faire avec le G7 par exemple, pour réfléchir sur les questions d'emploi. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'établir donc ce lien avec l'Union africaine? Je vous remercie. Merci beaucoup, le secrétaire général. Vous voyez, la politique... Oui, Pierre-Alain? Oui, on arrive. Les politiques ont tellement l'idée, la réflexion fertile, que ce n'est pas pour rien que c'est dans les directions nationales, généralement, qu'on élabore toutes les politiques actives de développement. Donc, qu'ils soient avec nous, c'est un plus. Et c'est à cela qu'en 2016, on a tenu une assemblée générale à Rabat qui visait à mettre en place un cadre dont le président a parlé l'autre jour qu'il est le président, et le secrétariat exécutif est assuré par la Côte d'Ivoire. C'était le réseau africain des politiques et services d'emploi, le RAPS, en 2016. Donc cela visait, parce qu'on s'était rendu compte, et nous l'avons dit hier, que quelles que soient les initiatives que les SPE vont prendre, si les politiques ne s'approprient pas, n'accompagnent pas, ne soutiennent pas, si les politiques ne suivent pas, on ne bougera pas. On ne bougera pas. Et c'est l'un des objectifs également, monsieur le secrétaire général, du cadre dont vous venez de parler.
les ministères en charge de l'emploi ne sont pas généralement mobilisateurs de fonds, de ressources. Ils dépendent d'autres départements, notamment celui de l'économie et des finances qui vote le budget, qui affecte le budget, mais aussi des structures de prévoyance sociale qui collectent à la base les ressources qui doivent permettre à nos SPE de réaliser des activités et qui ne relèvent pas souvent du même ministère que le nôtre. Donc, il faut vraiment un cadre, qu'on trouve les moyens de mettre tous ces partenaires-là autour de la même table pour qu'on ait la même vision des enjeux dont vous venez de parler, monsieur le secrétaire général. Effectivement, au sommet africain de la jeunesse, je crois en 2000, les jeunes ont dit clairement, si les politiques ne s'occupent pas de nous, on s'occupera d'eux. Et vous venez de le dire, aujourd'hui, nos pays font face à des situations sécuritaires, à des situations de crise grave. Mais ces crises-là sont alimentées généralement par des jeunes désœuvrés, des jeunes déscolarisés, Thierry l'a dit ce matin. Et le même phénomène est en train de se poser de façon encore plus cruelle en Europe à travers les NEET, les non, c'est-à-dire les jeunes, les adolescents qui sont hors de tous les circuits de formation, qui sont hors de tous les circuits professionnels, qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont aucune perspective. Et les statistiques qui ont été dévoilées à Antalya inquiètent. D'où votre interpellation, monsieur le ministre, monsieur le Ségal, qu'il faut tenir compte de ces jeunes-là. Il faut les tirer de ces milieux-là. Il faut aller à eux. Le président l'a dit. Il faut que nous, services publics d'emploi, responsables des services publics d'emploi, que nous soyons humbles, que nous soyons modestes, parce que nous sommes payés par le contribuable. Nous sommes payés par le contribuable. Donc nous devons comprendre ces jeunes-là, qui n'ont pas la même mentalité que nous. Nous, à notre époque, le téléphone, c'était un luxe. Le simple téléphone à raccordement, là, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'il en est. La télévision à l'époque, c'était un luxe. La radio, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, on est inondé par ces moyens de communication, ces outils de communication. Et ces jeunes-là, c'est eux l'avenir. C'est nous qui devons les comprendre. Si nous leur demandons de nous comprendre et de se conformer à nos visions, on aura tout raté. C'est à nous de nous adapter à eux, à leur mentalité. Je crois que c'était l'essentiel du message du président de l'AMSEP. Donc, et c'est le rôle. L'État nous a créés pour ça. L'État nous soutiendra dans cette action, dans ce combat. Mais il faudrait que nous soyons à l'initiative des bonnes initiatives, que nous convainquions nos États que ce que nous voulons faire, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je crois que nous tirons beaucoup d'enseignements de ce que vous venez de dire et les rapporteurs sont à l'écoute. Et la parole est Camara. Bonjour, une fois encore. Je commencerai mon intervention par cette question. L'emploi vert et la dégradation de l'environnement. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de se poser sur l'origine de la dégradation de l'environnement et quels peuvent être des liens entre les différentes technologies et la dégradation de l'environnement? C'est pourquoi je proposerai ici, notamment dans nos pays africains, qu'il y ait beaucoup plus d'actions dans la lutte contre la pauvreté. Et de façon générale, qui parle de l'emploi parle
la réduction de la pauvreté, parce que l'emploi a un impact direct sur la réduction de la pauvreté. Hier, j'ai eu à communiquer sur l'impact de la technologie IMO. J'insiste là-dessus parce que c'est une alternative pour la création de l'emploi, mais aussi pour la redistribution de la richesse. Et chaque pays applique l'approche IMO de par sa manière. Mais quand je prends par exemple l'expérience guinéenne, elle est très riche. Je voudrais que cette expérience soit partagée avec les collègues. Par exemple, en Guinée, nous appliquons l'approche IMO en 3 manières. Il y a d'abord l'application simple qui consiste à réaliser des infrastructures, mais à des moindres coûts. Mais il y a ce qu'on appelle aussi IMO+. IMO+, c'est non seulement la réalisation des infrastructures, mais avec la formation, qu'on appelle souvent le chantier école. Ça, c'est très important, surtout en milieu rural. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'exode rural, c'est un phénomène qui développe la délinquance juvénile dans les zones urbaines, mais avec ces projets dans les zones rurales, nous arrivons souvent à canaliser ou bien à maintenir ces jeunes-là sur place pour s'occuper des travaux agricoles, mais il faudrait qu'ils soient accompagnés. Il y a aussi une autre méthode qu'on appelle IMO++. Il y a IMO plus la formation plus l'insertion socio-économique des jeunes. Donc, moi, je pense que ce sont ces arts d'action, des technologies qu'on doit beaucoup développer dans nos différents pays et que les services publics d'emploi doivent valoriser ces technologies pour pouvoir non seulement lutter contre la pauvreté, mais aussi lutter contre la dégradation. Parce que la dégradation de l'environnement est en quelque sorte provoquée aussi par la pauvreté. La pauvreté, ça, il y a un lien. Donc, c'est ce que je voulais signaler. Merci. Merci beaucoup, M. Camara. M. Baldé, bon. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mon intervention va porter sur 3 points. Le premier, je voudrais demander à tout le monde, notamment aux organisateurs, d'accepter qu'on réfléchisse sur ce que cet atelier soit assorti d'un plan d'action. Un plan d'action opérationnel qui va nous orienter, nous, le sectoriel, qu'on sache qu'est-ce que nous devons faire désormais pour la pérennisation de ces acquis qu'on a eu à avoir pendant cet atelier. Si on a une feuille de route, on peut rendre compte de département en département au niveau de la GIP. Clarifier les emplois verts là. Il faut les catégoriser. Il faut nous donner, il faut qu'on arrive à ressortir de cet atelier les caractéristiques d'un emploi vert. J'ai insisté ce matin à travers le financement. À supposer que l'atelier là est terminé aujourd'hui, il y a le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui monte un projet dans lequel il y a assez d'emplois verts. Mais le ministère n'a pas les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Quelle est l'orientation financière qu'on peut avoir en place pour que le projet soit mis en œuvre? Je voudrais que ce plan d'action-là soit fait, les grandes orientations soient faites, afin d'orienter, de guider toute action qui va à l'endroit de la promotion des emplois verts.
Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, colonel Layali a parlé de reboisement. Je suis convaincu, comme vous tous, on ne peut pas parler de l'emploi vert et ignorer l'environnement. Alors, je propose au niveau de tous les pays du sud du Sahara qu'on privilégie un peu le reboisement avec les plants endogènes. L'expérience a montré que les plants endogènes résistent mieux aux intempéries de la nature face aux plants exogènes. Donc, il est important qu'on revoie, et ça peut aussi, la majeure partie des plants exogènes reboisés, les plants à croissance rapide, ne produisent presque pas des fruits, des produits forestiers non ligneux. Mais quand on s'évertue sur les plants endogènes, la majeure partie des plants endogènes produisent beaucoup de produits, les produits forestiers non ligneux. Ça peut créer des emplois. La mise à l'échelle de ces produits forestiers non ligneux, je vous avoue que de façon informelle, on a compris qu'il y a beaucoup de femmes guinéennes qui s'évertuent là-dessus pour commercialiser les produits forestiers non ligneux. Ce sont des emplois qui ne disent pas leur nom. Et ma troisième intervention portera sur la valorisation du biodigesteur. Vous avez compris hier qu'il y a une interconnexion entre le ministère de l'Environnement, le projet de biogaz et le ministère de l'Agriculture. Ne serait-ce que dans la valorisation des effluents organiques, ne serait-ce que dans le compostage. Quand cette filière est valorisée, ça va générer assez d'emplois, beaucoup d'emplois, et ça va participer à une autosuffisance alimentaire par endroit. Donc voilà ce que je voudrais dire par rapport aux recommandations qu'il faut formuler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baldé. Note a été prise de votre recommandation, de vos recommandations. Effectivement, de très belles idées. Notamment, c'était l'un des objectifs. Si la conférence n'avait pas été confrontée à ce cas de force majeure, l'objectif, c'était de donner 2 ateliers distincts ce matin, toute la matinée, et faire la somme des travaux de ces 2 ateliers pour aller directement à l'élaboration du plan d'action que nous allions valider ensemble ici. Mais tout compte fait, ce n'est pas perdu. C'est toutes ces recommandations, on va s'en approprier et ce plan d'action sera très rapidement proposé, soumis à vous tous pour enrichissement et pour être soumis au prochain comité exécutif de l'AMCEP et de l'ACEP. Parce que le comité exécutif de l'AMCEP précède généralement celui de l'ACEP. Le comité exécutif de l'AMCEP, c'est chaque année, début mars, ou tout au plus tard fin mars. Et le comité exécutif de l'ACEP, c'est généralement au mois d'avril. Donc, le calendrier international de l'AMCEP nous oblige à nous conformer à cela. Donc, le plan d'action dont vous parlez sera élaboré, ça sera partagé avec vous et on va convenir de sa validation pour aller devant les différents comités exécutifs. Merci beaucoup de l'idée. Oui, voilà, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. C'est juste un petit rappel. Hier, ce que je vous ai signalé, vous avez transmis ça ce matin, tout de suite. Il faut que l'AGIB cherche des points focaux dans les différents départements. C'est très important. Qui va les permettre de remonter les informations directes à partir des départements et vers l'AGIB. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a beaucoup de problèmes. On a des ONG, on a des entrepreneurs, mais ils cherchent encore des financements. Mais ils ne savent pas où chercher des financements, ou comment avoir des financements. On peut les orienter à partir de l'AGIB. L'AGIB peut les aider et avoir beaucoup de choses. Et puis encore, ils peuvent être
employés et peuvent être aussi employeurs. Là, c'est très important, mais il faut que l'AGIP fasse beaucoup de communication pour que les gens soient informés. Dans notre secteur, il y a beaucoup de promotions, il y a d'ambition, mais vraiment, ils ne savent pas où avoir le truc. Je vous remercie. Monsieur Moussoumoulou, et effectivement, nous l'avons dit, au lieu de nous limiter à l'AGIP, nous avons étendu la proposition à l'ensemble des SPE. Ce qui est bien pour la Guinée le sera forcément pour l'ensemble des autres pays où cela n'existe pas. Mais au Mali, le cas que je connais, il y a un embryon comme ça qui est piloté par la Direction nationale de l'emploi qui a en charge l'élaboration des politiques en la matière et qu'on appelle le cadre de concertation des acteurs de l'emploi. Et ça, ce cadre-là se tient mensuellement à ma connaissance, mensuellement, et qui regroupe l'ensemble des points focaux emploi des départements ministériels qui concourent tous à la création d'emplois. Donc, je pense que la proposition, le directeur général de l'AGIP est là, son adjoint est là, ses techniciens sont là. Je suis sûr que dans les jours et les semaines à venir, ça sera une activité prioritaire pour l'AGIP. Mais il faut pour cela que vous, départements sectoriels, vous soyez réceptifs, à la collaboration avec l'AGIP. Et là, nous avons déjà un bon signal. Cette conférence nous donne un bon signal que vous êtes prêts, pourvu qu'on vous approche, qu'on vous fasse comprendre l'importance d'aller ensemble dans l'intérêt supérieur de nos usagers clients. Merci beaucoup. Il y a une demande de parole devant ici. Oui, vous avez déjà le micro. Vous avez profité de la proximité, quoi. D'accord, ok. Allez-y, après on donnera la parole au directeur général du PNP. Ok, et merci à tout le monde. Moi, c'est M. Mongono. Et comme je l'ai si bien dit hier, je suis le secrétaire administratif d'une plateforme environnementale dénommée Synergie d'Action Citoyenne. Et depuis hier, nous parlons du recyclage, nous parlons du compostage, mais aussi de la valorisation des déchets, qui font partie des éléments ou des métiers des emplois verts. Mais nous avons vraiment un élément très pertinent. Parfois, nous ignorons ou nous ne voulons pas vraiment prendre en compte cet élément qui est la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire ici, à travers ces trois domaines, et le premier domaine qui parle de l'offre des acteurs économiques, le deuxième c'est la consommation responsable et le troisième domaine qui nous parle du recyclage. Donc pour pérenniser ici les emplois ou des activités dans le domaine surtout de la gestion des déchets, il faudrait qu'on accepte de s'activer, qu'on se donne les mains afin vraiment de rendre l'économie circulaire à travers le tri sélectif des déchets à la source, pourvu que cet élément-là soit une réalité. Parce que les PME de pré-collecte que nous avons dans nos zones, l'objectif, c'est comment récupérer les déchets et les envoyer dans les dépotoirs ou les décharges que nous avons. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos décharges, nous n'avons plus de place. La seule solution à ce niveau, quand les déchets arrivent, c'est de les enfouir ou les brûler. Et quand nous continuons ces comportements, ça devient très compliqué. Parce que, par exemple, la population qui habite, par exemple, des environnants de nos décharges n'auront pas ici le courage ou la possibilité de s'abonner même au PME. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si ils s'abonnent au PME, la conclusion, c'est de prendre aussi les mêmes déchets, venir et jeter à côté d'eux. C'est comme s'ils sont en train aussi de contribuer à leur développement des maladies. Donc ça, vraiment, c'est un grand souci. Donc il faudrait que nous acceptons de professionnaliser des PME de pré-collecte, de les convertir afin qu'ils s'inscrivent ici dans la vision de l'économie circulaire. Il faudrait qu'ils abandonnent vraiment l'économie que nous utilisons aujourd'hui, qui est l'économie linéaire. Je vous remercie. Beaucoup, M. Longono. Et la parole à M. le directeur général du PNPE du Gabon. Madame Caroline
Monsieur le directeur. D'accord, Madame Caroline. Merci bien, DG. Alors moi, je voudrais insister sur la veille stratégique. Ce sont de nouveaux métiers et on est toujours en train de les découvrir. Donc, je voudrais insister sur la mise en place d'un organe de veille stratégique pour tous ces métiers-là. Ensuite, je vais revenir sur certaines propositions qui ont été faites, notamment le centre d'études et de formation sur les emplois verts. Je dirais même pourquoi pas un centre interrégional, en tout cas qui soit relié de telle manière que les résultats des études puissent être partagés au sein de toute la communauté et que les bonnes pratiques puissent être utilisées et éviter les erreurs, évidemment, commises par les prédécesseurs. Je voudrais insister aussi sur les curricula par rapport à ces nouveaux métiers-là et la certification qui pourrait en être issue. Et puis, évidemment, le développement de partenariats. Ce sont des propositions qui ont été certainement faites, mais sur lesquelles je voudrais insister. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Caroline. Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur Sidibé. Donc, moi, je vais, à la suite de Madame Ouedraogo, beaucoup plus me focaliser sur le mariage de raison que nous avons avec les pouvoirs publics. Parce que, dans la réalité, le chômage est d'abord une question politique. Hein. Donc, c'est quand même un peu... je dirais, à part avoir des gouvernants irresponsables, alors que ce n'est pas le cas, difficile de penser qu'ils ne seront pas là pour nous accompagner. Je pense plutôt que le travail que nous devons faire, c'est d'arriver à mieux affirmer notre présence et devenir des acteurs incontournables. Pour le cas du Gabon, aujourd'hui, nous avons surtout un problème, c'est un problème d'effectifs. Mais sinon, les fonds, les partenariats sont disponibles. Donc, il faut savoir faire ça. Après, si les gens ont du mal, il y a des formations qui existent, qu'on appelle des formations de fundraising, donc de levée de fonds. Comment faire pour pouvoir, justement, lever des fonds et établir des partenariats publics-privés ou public-public pour avoir des accompagnements. Là, je prends un cas simple. Hier, on a eu une présentation de... C'est quoi ça, le biodigesteur? Voilà, le biodigesteur, où le monsieur qui intervient dans la conception du biodigesteur nous a indiqué qu'il est possible justement d'utiliser comme intrant les produits issus des eaux usées dans le cadre du palmier à huile. C'est ça, non? L'exploitation de l'huile de palme. Nous, au Gabon, on a énormément d'huile de palme. Tout de suite, j'ai pensé à un agro-industriel, je sais que je vais le joindre. Tout de suite, il sera prêt dans le cadre de sa RSE d'accompagner cette initiative, c'est évident. Parce que dans nos relations, au quotidien, on doit créer ce lien-là avec les différents acteurs. Il y a énormément de politiques RSE qui sont faites un peu partout et les entreprises attendent que ça. Il faut maintenant arriver à créer du lien. Et c'est là où il y a quand même besoin de s'interroger. C'est pour ça que je pense que la rencontre de Libreville aura un sens. Il faudra qu'on s'interroge sur des missions que certaines SPE ont. Par exemple, nous, on n'a pas la mission de contrôle, on n'a pas la mission de signature des contrats de travail, on n'a pas des missions qui peuvent créer des freins dans la relation entre les employeurs et le SPE. Voilà, moi je sais que dans certains SPE, il y a cette mission de contrôle, ainsi de suite. Et donc, bon, si les gens sont contrôlés, peut-être que... Nous, on n'a pas forcément cette mission. Et donc, clairement, on a une relation très étroite avec le secteur privé et c'est une relation à la limite de partenaire. Et ils nous accompagnent. Clairement, ils nous accompagnent. Donc moi, je reste convaincu qu'une des recommandations serait effectivement d'intensifier les partenariats et également pour chaque SPE d'avoir un mécanisme d'autofinancement, enfin qui s'autofinance, mais pour pouvoir accompagner les auto-entrepreneurs. Pas quelque chose qui dépend des ressources de l'État. À un moment donné, il faut qu'on soit aussi conscient d'une chose. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Nous sommes conscients que nos finances publiques sont, pour certains pays, en souffrance, que l'État fait déjà beaucoup d'autres choses par ailleurs.
et en même temps, on s'attend à ce qu'on va recevoir de l'État des financements. Je pense que notre rôle également en tant que dirigeant de ces SPE, c'est de pouvoir réfléchir à des approches innovantes qui nous permettent de lever des ressources sans pour autant attendre les ressources venant de l'État. Voilà. Donc, il y a des réflexions et ça va être aussi ça, je pense, la plus-value de l'atelier de Libreville, c'est de partager les réflexions et des réflexions qui peuvent être aussi, quels sont les circuits qui sortent en fait des ressources de l'État. Quand j'entends État, c'est quoi? C'est subvention, 1, et 2, c'est les différentes taxes qui peuvent être prélevées qui aussi, pour des raisons, je dirais encore, de mécanismes financiers, peuvent arriver, là c'est le cas du FNE, peuvent arriver dans les textes, dans l'approche théorique, ça arrive, c'est-à-dire qu'on sait que c'est 1% de la masse salariale, mais dans la réalité, ça arrive au trésor. Donc le même État va payer les fonctionnaires, va faire un certain nombre de choses, il y a des conflits à gérer, et donc peut-être qu'à la fin de la journée, le FNE ne sera pas prioritaire. Pas parce que l'État ne veut pas, mais parce qu'il y a d'autres priorités par ailleurs. Or, il y a des possibilités de lever des fonds, ou bien de créer une économie qui ne dépend pas de là, mais qui dépend tout de suite de nos activités principales, à savoir l'intermédiation. Voilà. Et ça, c'est important, parce que je ne sais pas comment les textes sont écrits, mais au niveau du PNPE, il y a, depuis la création, une rubrique qui dit « et toutes ressources pouvant résulter de ces activités ». Voilà. Donc, il faut voir dans ces activités comment, intelligemment, on peut créer des ressources, et nous, on le fait aujourd'hui. On a un fonds de garantie qui a un peu plus de 1 500 000 €. On a d'autres choses, mais qui ne dépendent pas de l'État. Il n'y a pas 5 francs qui est venu de l'État. Donc, je pense que c'est important de partager ces pratiques-là, parce qu'à la fin de la journée, il y a une émulation en termes d'innovation de chez les jeunes. Les jeunes veulent, mais beaucoup se découragent parce qu'ils ont en face pas de possibilité d'accéder au financement. Donc il faut que nous, les SPE, on crée des choses innovantes qui permettent, sans avoir forcément besoin de solliciter les finances publiques, trouver une réponse ou un début de réponse à ces jeunes-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. D'accord, ok. On va donner d'abord la parole à madame Bangoura derrière vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vais dans le même sens que l'intervenant précédent. Il est important de développer une stratégie autour de la création des emplois verts. Je ne parle pas des emplois en général, mais lorsqu'on parle d'emplois verts, il faut effectivement avoir conscience de quelque chose. Il y a une niche de guichets verts qui sont disponibles que l'Afrique a du mal à décaisser. Ce n'est pas seulement l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique en général. Chaque COP, il y a ce montant-là, cette cagnotte qui ne fait que grossir, et les capacités nationales ne sont pas suffisantes pour décaisser ces fonds-là. Ça, c'est un vrai problème. Et on ne peut pas le gérer seulement à travers un département ou 2 départements ou 3 départements, mais il faut qu'il y ait une stratégie transversale qui prennent en compte tous les aspects des différents départements pour favoriser cette création d'emplois-là. Un des plus grands constats que le Fonds vert pour le climat fait, par exemple, dans le cas de la Guinée, dans son programme pays, c'est la difficulté en Guinée de créer des activités économiques à caractère climatique. Or, il y a des entrepreneurs qui veulent aller dans ce sens. Il y a aussi des collectivités qui veulent aller dans ce sens-là. Mais il faut encore une fois qu'il y ait une stratégie vraiment au niveau des techniciens de la création d'emplois qui définissent un canevas, un mécanisme qui permette de créer des emplois de valeur, d'avoir aussi de la capitalisation locale qui se fasse. Parce que moi, je vois dans les collectivités, on a quelqu'un qui va venir du Japon pour expliquer à quelqu'un dans une commune rurale en Guinée comment lui, il a réussi à faire telle ou telle activité écologique en créant de l'emploi. Or, il y a des exemples, des modèles locaux, nationaux ou sous-régionaux qui peuvent davantage permettre à cet acteur local-là de voir en quoi c'est une solution gagnant-gagnant pour lui. Pour le moment, dans la plupart des pays africains, je parle particulièrement de la Guinée, mais j'imagine que ça doit être le cas un peu partout, les acteurs locaux ont du mal à faire un lien systématique entre écologie et finance.
Pour le moment, on a l'impression que quand on parle d'écologie, il faut faire un sacrifice. Il y a quelque chose qu'il faut enlever dans la poche pour manger. Il y a quelque chose qu'il faut enlever de la poche qui est destinée à manger ou à se soigner, etc. Or, comme l'a très bien dit mon prédécesseur, il y a des guichets. Il y a des guichets. Je ne sais pas ici dans la salle, je pense qu'au Gabon, ou peut-être que si le Sénégal est là, je sais qu'il y a une entité nationale qui est accréditée par le Fonds vert là-bas, il pourrait partager cette expérience-là. Il y a aussi un autre point, c'est ce plan d'action opérationnel dont M. Baldé a parlé, je suis entièrement d'accord. Il faut définir des indicateurs de performance à suivre et à évaluer à chaque rencontre annuelle de l'AMCEP qui soit spécifiquement dédiée à la création d'emplois verts. Ces indicateurs-là doivent prendre en compte les différents niveaux d'acteurs, donc au niveau national, le secteur privé, mais aussi les collectivités locales et les ONG qui sont capables d'aller dénicher des fonds avec des fondations, avec des structures, mais qui ne sont des fois pas pris en compte dans la comptabilité verte. Ensuite, il y a aussi observer donc, la création d'emplois verts, donc ça c'est avec ces indicateurs-là, mais aussi cela va permettre de consolider un système de performance qui pourra permettre d'avoir des bénéfices, des récompenses. Normalement, un entrepreneur qui choisit de créer des emplois à caractère climato-sensible doit avoir une exonération ou avoir un avantage au niveau national qui n'est pas le même. On le voit avec les miniers. Les miniers ont des exonérations. Il faudrait tout à fait envisager un système de compensation ou de facilitation pour les acteurs du secteur privé et même les collectivités locales qui créent des emplois ou qui font la promotion d'emplois verts. En dernier, cela donc va un peu dans le même sens. J'en avais parlé aussi lors d'une rencontre avec le Comité national de changement climatique, qui est un comité au niveau national avec tous les départements sur le changement climatique. Il faut définir un mécanisme d'incitatif. C'est un peu dans la même logique que ce mécanisme de performance. Il faut avoir des incitatifs qui sont clairement définis, pas seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les départements, pour aussi tout type de structure qui puisse justement donner cet avantage-là et cette valorisation à ceux qui créent ces emplois-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bangoura. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Il n'y en a plus. Madame Maria, encore. Elle veut nous donner une idée concrète de mobilisation des ressources, ce dont on a besoin. Et j'espère que la liste de présence circule. Est-ce que la liste de présence circule? Je reviens une fois de plus Mamadi? pour... Ah, d'accord, ok. Merci. Donc j'ai repris la parole, c'est juste pour vous donner un exemple que l'ONAPE est en train de faire. Et que, bon, entre-temps, l'ONAPE avait une subvention de l'État et que cette subvention a été suspendue par l'État. Donc on a écrit pour demander à l'État de nous donner une petite branche de ces activités pour nous permettre de régénérer un peu de revenus afin de faire fonctionner notre SPE. Donc l'État a accepté tout en nous donnant la libération d'établir les autorisations d'emploi des expatriés, dont le paiement est le 1/12 du salaire de l'expatrié. Même si l'expatrié gagne 10 millions par mois, il doit nous donner 10 millions par an. Donc c'est jusqu'à 2 ans et renouvelable en cas de nécessité. Et en dehors de cela, donc cet argent qu'on récupère pour les autorisations, c'est cet argent qu'on a eu à développer dans les programmes. Donc avec cet argent, on a eu à développer un programme auto-emploi, un programme crédit agricole et même le programme PAT. Emploi jeune, c'est avec cet argent parce qu'on n'a pas eu de subvention des fonds. Donc on a eu à développer et après, dès que l'employé a eu son autorisation d'emploi, nous on cherche un employé, on cherche un jeune stagiaire pour l'adjoindre à cet employé afin qu'il ait un peu d'expérience. Après, peut-être après les 2 ans ou après les 4 ans, le jeune pourra occuper
le poste de cet étranger. Donc c'est une stratégie qu'on a développée et que ça marche bien. Et c'est maintenant que les bailleurs de fonds s'intéressent à nous et qu'on a aujourd'hui la Banque mondiale qui s'occupe des... qui s'est un peu greffé dans notre programme PAT et programme Crédit Agricole parce qu'on a déjà commencé. Et actuellement, la Banque mondiale est encore revenue pour nous aider à développer l'emploi vert. Et jusqu'à là, ils sont avec nous. Et à mon retour d'ici, je vais aussi faire un bon exposé pour permettre à la Banque mondiale de nous débloquer aussi l'argent et exécuter aussi l'exemple qu'on a eu à voir ici avec le concours de tous les SPE qui ont déjà commencé. Donc c'est juste une petite idée pour nous mettre dans le bain. Merci. Merci beaucoup, Madame Maria. Nous l'avons dit hier, c'est l'objectif principal, on peut dire, de l'atelier qui doit se tenir à Libreville en cette année 2024. Cette activité a été décidée à Kinshasa, je le rappelle, en 2022. Elle devrait se tenir en 2023, mais pour des contraintes indépendantes de notre volonté et de la volonté du PNPE. Elle n'a pas pu se tenir, mais nous espérons que cette année 2024, cet atelier se tiendra. Nous l'avons dit, le thème de l'atelier va porter sur l'harmonisation des mécanismes de financement des SPE. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qui s'est fait de mieux au Tchad, dont peut s'inspirer le Burkina? Qu'est-ce qui s'est fait de mieux au Gabon, dont peut s'inspirer le Sénégal? C'est ça. Donc, ce mécanisme n'existe pas au Mali. Et depuis la création de l'ANPE, je peux le dire, il est prévu dans le texte de création que l'ANPE bénéficie de subventions de l'État. Mais cela n'a jamais été versé. Cela n'a jamais été versé. Nos ressources étaient composées et constituées essentiellement de 1% de la masse salariale du secteur privé. Et ça a été développé par M. Sambala dans sa communication hier. En 2014, à la création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, auquel on a affecté une partie des missions, notamment le traitement et l'élaboration des statistiques du marché du travail, qui faisaient partie des prérogatives de l'ANPE et qui sont maintenant dévolues à l'Observatoire national de l'emploi, et les enquêtes qui vont avec, et on a affecté 0,7% de cette ressource de 1% à l'ONEF, ce qui a joué sur les capacités financières de l'ANPE. Donc, le sommet de Libreville, l'atelier de Libreville nous permettra de verser beaucoup de propositions au cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et des assets financières pour aller vers une harmonisation des pratiques en la matière. Peut-être ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'objectif est que tous les SPE de la région puissent bénéficier du même mécanisme de financement. C'est notre objectif. Peut-être que ça prendra du temps, mais nous espérons que ça va aboutir. Est-ce qu'il y a encore une demande de parole? Le micro-baladeur? Ah, tu l'as? Allô? Ok, d'accord. Monsieur Mvondo, oui. Merci, monsieur le coordonnateur. Bonjour tout le monde. Et effectivement, les SPE, pour la plupart, ont un problème de financement. C'est pour cela que des réflexions sont menées pour que les SPE puissent trouver des financements, même extérieurs. Nous le voyons autour de nous, des organisations de la société civile, les ONG et autres, savent souvent monter des dossiers qui reçoivent des financements des organismes internationaux là. Et ces ONG réussissent à faire des choses formidables.
Mais le SPE a souvent du mal à lever ses fonds. Nous sommes ici pour parler du développement et de la promotion des emplois verts. Et tout au long des 2 journées qui ont précédé celle-ci, il nous est apparu clairement que les emplois verts, le plus souvent, ne sont pas très rentables. Les emplois verts ne sont pas souvent décents. Ça fait que si on ne réussit pas à intéresser des partenaires qui ont une vision écologique, ce sera difficile d'avancer. Le Cameroun, pour parler de mon pays, reçoit un très grand nombre de réfugiés. Et dans le cadre du premier forum mondial sur les réfugiés tenu en décembre 2019, mon pays avait pris des engagements, dont celui d'inclure les réfugiés, qualifiés ou non qualifiés, dans le plan national de l'emploi, à travers le Fonds national de l'emploi. Et pour la mise en œuvre de cet engagement, un accord cadre de collaboration avait été signé entre le BIT, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est notre tutelle technique, et le HCR. Beaucoup de choses ont été mises en place, mais les financements n'ont pas suivi. C'est pour dire que, oui, il y a des niches de financement, mais parfois, si la volonté politique n'est pas là, c'est compliqué. Nous avons donc dans des sites abritant les réfugiés une détérioration des paysages forestiers. C'est pour cela que l'exposé sur les biodigesteurs m'a beaucoup intéressé, parce que dans ce cadre-là, les populations locales et celles des réfugiés utilisent le bois de chauffe. Donc, détériore vraiment le paysage forestier. Alors, si nous, SPE, nous pouvons, d'une façon ou d'une autre, monter des projets visant à la construction des biodigesteurs qui peuvent produire ce gaz-là, qui peut aider les populations à ne pas détériorer la forêt, alors je pense que les organismes qui se battent pour la restauration des paysages forestiers pourront, dans le cadre d'un tel programme, financer cette activité. Donc, comme disait le DG du Gabon, c'est à nous de faire preuve d'ingéniosité, d'anticiper, de voir dans quelle mesure on peut se greffer dans les plans des bailleurs de fonds pour que nous puissions monter des projets et des programmes susceptibles de capter ces fonds disponibles. Mais je dis, pour cela, il faut se faire accompagner. C'est pour cela que je pense qu'il est nécessaire, comme recommandation, qu'on procède au renforcement des capacités des acteurs, des SPE, qui pourront monter des projets, entre guillemets, bancables, susceptibles d'attirer les financements. Pour ce qui est de la volonté de trouver du travail, parce qu'en réalité, nous sommes là, notre objectif, c'est de trouver l'emploi, de s'assurer que les demandeurs d'emploi de nos différents pays aient accès à l'emploi. Mais ce n'est pas toujours ça le but initial même des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds veulent parfois quelque chose qui n'entre pas en droite ligne avec nos objectifs. Bon, maintenant, essayons de renforcer nos capacités pour que nous puissions travailler à côté d'eux, donc à leur côté,
cheminer ensemble, parce que comme eux, ils s'occupent de l'environnement, de la protection de la nature, essayons donc, dans ce créneau d'emploi vert qui nous est ouvert, trouver un moyen de les utiliser comme carburant pour atteindre notre objectif qui est le plein emploi en Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Mvondo. Je pense que M. Mvondo vient de formuler la première idée concrète de projet qui peut être mise en œuvre immédiatement. Il préconise, dans le cadre d'un partenariat SPE, le Haut Commissariat aux réfugiés, partout où il y a des personnes déplacées, des populations déplacées ou des réfugiés, d'aller à la faisabilité d'installation de biodigesteurs. Pour d'abord dépolluer un peu, soulager un peu nos forêts et assainir au mieux l'environnement de ces populations vulnérables, soulager les femmes et en même temps renforcer les capacités de nos SPE. Je pense que ça peut être une bonne piste partout où il y a des personnes déplacées, partout où il y a des réfugiés. Un biodigesteur, nous l'avons vu hier, le système complet, tout au plus, c'est 12 millions de francs CFA, 60 millions de francs guinéens. 12 millions de francs CFA pour un camp de réfugiés, parce qu'on a des camps de réfugiés chez nous, en Afrique de l'Ouest et sur le continent où il y a plus de 80 000 personnes. Il faut combien de biodigesteurs pour soulager ces personnes-là? Mais le problème qui se pose, faudrait-il encore qu'il y ait de la ressource pour alimenter ces biodigesteurs? Et là, je crois que cette problématique-là peut être examinée sous différents angles pour voir la faisabilité. Donc moi, j'adhère à ta proposition qui résume un peu nos travaux de ce matin, c'est-à-dire plus de synergie d'action entre les structures, entre les acteurs, développement du partenariat, renforcement des capacités, non seulement des services publics d'emploi, mais de l'ensemble des acteurs, et pragmatisme, créativité, réalisme, objectivité, pour aller à des petits projets dans un premier temps, mais à effet important en termes d'écologie et de protection de l'environnement. Donc, si il n'y a plus de demande de parole, on est déjà à 12h35. On va s'assurer si le déjeuner est prêt, parce qu'on a certains collègues qui, juste après le déjeuner, doivent aller à l'aéroport pour le retour dans leur pays. Et on va s'assurer que le déjeuner, s'il n'est pas prêt, on va prendre une petite pause de 20 minutes et pour permettre au secrétariat de déjà ébaucher un projet de rapport ou un avant-projet de rapport qu'on va venir partager jusqu'au déjeuner. Merci beaucoup. Donc, on se donne 15 minutes de suspension. Merci beaucoup.